Si l'on essaye de fermer les yeux un instant pour revivre en détail un moment précis de son enfance. Ouais, Sentir l'air froid sur son visage, voir les couleurs exactes du ciel, ressentir la peur ou l'excitation nouer son estomac. une vraie scène de film en fait. C'est ça, exactement. Et puis, imaginer découvrir, face à des preuves scientifiques irréfutables, que cet événement, il n'a absolument jamais existé. C'est le vertige absolu. C'est complètement vertigineux. Notre propre esprit a fabriqué un mensonge parfait, doté de textures, de sons, d'émotions, et c'est le point de départ de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. On a rassemblé une pile vraiment fascinante de recherches en psychologie cognitive, en s'appuyant entre autres sur les travaux de la chercheure Julia Shaw. Ces recherches sur les lésions de la mémoire, oui. Voilà. Et la mission de notre session, ça va être de disséquer ce phénomène pour répondre à une question assez troublante au final. Nos souvenirs sont-ils de véritables archives de notre passé ou bien de pure fiction construite par notre cerveau, totalement à notre insu ? Et c'est une interrogation qui exige vraiment de déconstruire nos certitudes les plus intimes. C'est d'ailleurs précisément l'essence de notre démarche au sein du Philosophière Café, le café philosophique. Tout à fait. On y chérit cette réflexion lente, analytique, celle qui ne recule pas devant la complexité de l'esprit humain. Et pour entamer cette analyse, il faut d'emblée abandonner un mythe très tenace. La mémoire n'est absolument pas une caméra vidéo. Ah, l'idée du cerveau comme un gros disque dur, on oublie. On oublie complètement, oui. L'esprit humain est constamment brouillé par deux phénomènes majeurs que la science clinique a parfaitement identifiés. D'abord, ce qu'on appelle la confabulation. La confabulation. Ouais. Oui, il s'agit du fait de croire fermement, avec une conviction, mais alors totale, en des événements qui n'ont jamais eu lieu. Et attention, sans aucune intention de mentir ou de tromper autrui. C'est pas un mensonge conscient, du coup. Pas du tout. La personne est intimement persuadée de dire la vérité. Et ensuite, le deuxième phénomène, c'est la confusion des sources. Et là, il y a un cas d'école très étudié qui concerne l'assassinat du président américain John F. Kennedy. Ah oui, le fameux événement où tout le monde se souvient d'où il était. Exactement. Des milliers de personnes ont juré, avec une sincérité absolue, avoir vu ce drame en direct à la télévision. En direct. Oui, en direct. Or, c'est historiquement et techniquement faux. Le direct télévisé n'existait pas pour cet événement précis. Attends, donc toutes ces personnes mentent ? Non, c'est là toute la subtilité. Ces personnes ont vu les images des heures, voire des jours plus tard, dans des journaux télévisés. Et leur cerveau a littéralement cousu cette information factuelle, les images, avec le souvenir de l'endroit où elles se trouvaient au moment d'apprendre la nouvelle par la radio ou par un proche. Oh, incroyable. L'esprit a fusionné les deux pour faire un seul souvenir. C'est ça. L'esprit a fusionné deux sources distinctes pour créer un faux souvenir de visionnage en direct. Bah ça alors, si le cerveau humain est capable d'une telle fusion, s'il peut nous faire nous souvenir de choses littéralement impossibles avec autant de clarté, ça soulève un problème d'identité fondamentale quand même. Quelle part de notre histoire personnelle est réellement authentique, quoi ? C'est la grande question philosophique, oui. Mais bon, avant de douter de toute notre existence, reprenons un peu depuis le début. D'un point de vue purement matériel, si la mémoire n'est pas une caméra vidéo ou un disque dur qui sauvegarde des fichiers MP4, comment un souvenir se forme-t-il à la base dans le cerveau ? Eh bien, la mécanique est en réalité beaucoup plus abstraite. Notre mémoire ne fait pas de capture d'écran de la réalité. Elle ne stocke pas les pixels visuels d'une scène. D'accord. Ce qu'elle encode, ce sont ce que la psychologie cognitive appelle des concepts abstraits. Prenons une situation toute simple. On entre dans une pièce, disons un bureau. Ok, je visualise. Le cerveau ne sauvegarde pas une photographie de la pièce. Il va identifier et sauvegarder une liste de concepts. Il y a l'idée d'une chaise, l'idée d'un livre, le concept d'une tasse de café, la notion de lumière provenant d'une fenêtre. Juste les concepts, comme une liste de courses en fait. C'est une excellente analogie. Et plus tard, lorsqu'on tente de se rappeler cette scène, le cerveau ne lit pas un enregistrement vidéo. Il effectue ce qu'on pourrait nommer une supposition éduquée. Une supposition ? Oui, il rassemble ces concepts abstraits et reconstruit la scène à la volée. Il puise dans sa banque de données générale et se dit « Ah, il y avait une tasse, les tasses ressemblent généralement à ça, donc je vais la modéliser de cette façon dans l'image mentale de ce souvenir. » Ah ouais, donc il bouche les trous avec ce qu'il connaît déjà. Absolument. Mais du coup, ça expliquerait pourquoi on ne garde aucun souvenir de nos toutes premières années ? Non. Si la mémoire repose sur des concepts, l'amnésie infantile devient purement logique. Un bébé, il n'a tout simplement pas les mots ni les concepts pour catégoriser ce qu'il voit.
Tu viens de mettre le doigt sur le fondement neurologique exact de l'amnésie infantile. C'est vrai? Oui. En moyenne, avant l'âge de 3 ans et demi, le cerveau d'un enfant n'a pas encore acquis le vocabulaire conceptuel nécessaire pour structurer le monde qui l'entoure. Ok. Eh bien, il n'y a pas de brique de base pour encoder une mémoire épisodique à long terme. Donc les gens qui disent se souvenir de trucs de quand ils avaient 1 an, Revendiquer des souvenirs visuels, clairs et narratifs à l'âge d'1 an, comme on l'entend parfois, c'est biologiquement impossible. La machinerie neuronale, qui permet de traduire une perception brute en un concept stockable et récupérable, surtout, elle n'est tout simplement pas encore mature. C'est fou de se dire ça. Et qu'en est-il des cas qu'on considère comme exceptionnels? Je pense à ces individus qui sont atteints d'hyperthymésie, ceux qui possèdent une mémoire autobiographique supérieure. Ah oui, les fameux cas cliniques. Voilà, ils peuvent décrire la météo exacte et, je sais pas, ce qu'ils ont mangé un mardi précis il y a 15 ans. Eux, est-ce qu'ils ont une caméra dans la tête pour le coup? Eh bien, contre toute attente, la littérature scientifique montre que non. Même dans les cas d'hyperthymésie, le cerveau ne se dote pas soudainement d'un disque dur plus volumineux ou d'une lentille photographique haute définition. Vraiment? Non, ces personnes utilisent exactement le même système de concepts abstraits que n'importe quel autre être humain. Mais alors comment ils font pour retenir autant de choses? Leur particularité réside dans une capacité hors norme à connecter, à tisser et à indexer ces concepts. Ils créent des associations mentales extrêmement denses qui sont très souvent liées à des calendriers ou à des émotions très spécifiques. Mais à la base du processus, le mécanisme reste celui d'une reconstruction à partir de concepts épars. D'accord, je vois. Si je résume un peu cette mécanique, on pourrait dire que la mémoire ressemble moins à une salle de projection de cinéma qu'à une scène de théâtre, en fait. Le cerveau écrit un scénario à partir de concepts, et à chaque fois qu'on évoque le souvenir, on demande à une troupe de monter sur scène pour rejouer la pièce. Mais c'est une image magnifique, et surtout, elle est très pertinente. Le scénario de base est conservé, oui, mais la représentation n'est jamais exactement identique. Selon la lumière, le public... Selon notre état émotionnel du moment, selon les informations qu'on a pu acquérir entre-temps. Les acteurs improvisent un peu, ils changent légèrement de ton, ou ils enfilent un nouveau costume. Ouais. Et c'est précisément cette nature reconstructive, cette fameuse nécessité de remonter la pièce à chaque fois qu'on fait appel à la mémoire, qui constitue la vulnérabilité centrale de notre esprit. C'est la faille, en fait. La brèche par laquelle la manipulation peut s'infiltrer. Et c'est exactement là que les recherches de nos sources deviennent proprement fascinantes. Puisque ce souvenir implique une reconstruction active de la scène, que se passe-t-il si un élément extérieur vient glisser des faux accessoires sur la scène pendant que les acteurs se préparent en coulisses? C'est tout le problème. Les expériences qui sont documentées montrent qu'il est effroyablement simple d'implanter des souvenirs totalement fictifs. L'étude de la punch bowl, par exemple, menée par Ira Hyman en 1996, en est un exemple hyper frappant. Ah oui, cette étude est un classique de la psychologie cognitive. Pour ceux de notre public qui ne la connaissent pas, les chercheurs ont interrogé des adultes sur de véritables souvenirs d'enfance qui ont été fournis par leurs propres parents. Pour instaurer un climat de confiance, oui. Exactement. Mais au milieu de ces vrais souvenirs, ils ont glissé une histoire inventée de toutes pièces. L'idée qu'à l'âge de 5 ans, lors d'un mariage, la personne aurait renversé un immense bol de punch rouge sur les invités. Et forcément, lors de la première interview, les participants niaient logiquement cet événement. Ils disaient « non, ça ne me dit rien ». Sauf que le processus de l'étude ne s'arrêtait pas là. Non, en effet. La clé de cette expérience, elle résidait dans la répétition douce, la suggestion. Après 3 semaines d'entretien réguliers, où l'on demandait avec insistance, mais avec bienveillance, au sujet de faire un effort pour se souvenir, eh bien les résultats ont basculé de manière spectaculaire. C'est flippant quand même. Oui, environ un quart des participants, donc 25%, ont fini par non seulement valider ce faux événement, mais surtout par le reconstruire avec une richesse de détails stupéfiante. Ils rajoutaient des détails d'eux-mêmes ? Totalement. Ils décrivaient la couleur rouge vive du punch, ils racontaient comment la robe de la mariée avait été tachée, et ils allaient jusqu'à évoquer le sentiment de honte écrasante qu'ils auraient soi-disant ressenti sur le moment. Waouh. Leur cerveau avait pris les concepts suggérés, le mariage, le punch, la chute, et avait monté la pièce de théâtre avec tant de conviction que la fiction était devenue leur réalité intime. Et Elisabeth Loftus a démontré exactement la même chose avec l'expérience de Disneyland. En montrant simplement une fausse brochure promotionnelle de Disneyland avec Bugs Bunny dessus, elle a amené des gens à raconter avec une émotion hyper vive comment ils avaient serré la main de ce personnage dans le parc quand ils étaient petits. Ce qui est une impossibilité absolue. Bah oui, strictement impossible. Bugs Bunny, ça appartient à Warner Bros, il n'a jamais mis un seul pied chez Disney.
Mais l'expérience qui illustre peut-être le mieux cette vulnérabilité, je trouve, c'est celle de la montgolfière qui date de 2002. Celle avec les photographies truquées? C'est ça. On prend une vraie photo d'enfance d'un participant, on la retouche numériquement sur Photoshop pour le placer dans la nacelle d'une montgolfière et on lui demande de raconter ce vol. Et là encore, les statistiques sont profondément révélatrices de notre malléabilité cognitive. Près d'un tiers des individus finissent par narrer l'expérience. Un tiers, Oui. Ils décrivent le vertige en regardant en bas, le son si particulier du brûleur à gaz de la montgolfière, la peur du vide, des sensations très intenses pour un événement qui n'a aucune existence matérielle dans leur passé. c'est dingue. Ce que toutes ces expériences en laboratoire mettent en lumière, c'est une véritable règle d'or de la neurologie de la mémoire. Pour réussir à implanter un faux souvenir avec une telle robustesse, comme cette autre expérience célèbre consistant à convaincre un étudiant qu'il a caché du liquide gluant, du slime, sur le bureau de son professeur au cours préparatoire, il faut une condition précise. Laquelle? Il faut d'abord le replonger dans le contexte du vrai souvenir. On lui montre une vraie photo de classe, on fait appel aux vrais noms des camarades de l'époque. En fait, en ouvrant les vrais tiroirs de la mémoire, on rend l'ensemble du système malléable. Ah, je vois le mécanisme. C'est un point absolument fondamental. Chaque fois qu'un souvenir est évoqué de manière vivide, ramené à la surface de la conscience, il entre dans une phase qu'on appelle la reconsolidation. Il quitte son état de stockage sécurisé pour devenir instable. Il est alors prêt à intégrer de nouvelles données avant d'être rangé à nouveau dans la bibliothèque mentale. Autrement dit, le simple fait de lire un souvenir dans notre cerveau active automatiquement le mode édition. Contrairement à un fichier informatique qu'on ouvrirait en lecture seule où rien ne bouge, ce souvenir, c'est déjà modifié. Et si l'on pousse le raisonnement un peu plus loin, chaque rappel d'un événement l'éloigne peut-être un peu plus de sa version originale. Et c'est une déconstruction de notre réalité qui nécessite vraiment du courage intellectuel. Réaliser que notre esprit est un narrateur plutôt qu'un archiviste objectif, c'est une prise de conscience profonde. Complètement. C'est d'ailleurs cette soif de vérité, même lorsqu'elle dérange nos fondations, qui anime notre café philosophique. Permettre à l'esprit critique de s'aiguiser face à nos propres illusions cognitives, c'est une mission cruciale à mes yeux. Absolument. D'ailleurs, si cette déconstruction résonne et stimule la réflexion de notre public d'aujourd'hui, on invite chaleureusement quiconque écoute à soutenir cette initiative, tout simplement en aimant et en partageant cette exploration. La diffusion du savoir, c'est un peu notre seule véritable encre dans un monde d'informations ultra fluctuantes. Une encre indispensable, oui. Surtout quand on aborde les implications cliniques de ces découvertes. Parce que bon, si le mode édition de la mémoire est aussi sensible, que se passe-t-il quand on quitte le laboratoire Douillet et qu'on entre dans un cabinet de thérapie? Si on peut implanter le souvenir anodin d'une montgolfière, est-ce qu'on peut implanter le souvenir d'un drame absolu? C'est là que nous abordons une zone très douloureuse. Oui, ça nous mène directement au cœur d'un chapitre très sombre de la psychologie, ce que l'on appelle « The Memory Wars » ou la guerre des souvenirs. Cette guerre des souvenirs, elle représente sans doute l'un des débats les plus déchirants de l'histoire clinique récente. Pour en comprendre vraiment les enjeux, il faut observer la croyance clinique dominante des années 80 et 90. Elle a été très fortement propulsée par des ouvrages grand public comme Michel Remembers et par tout le phénomène de la panique satanique. Ah oui, l'époque où on voyait des sectes partout. Exactement. À l'époque, la théorie postulait qu'un traumatisme extrême pouvait être intégralement refoulé par le cerveau. L'esprit, dans un mécanisme de survie ultime pour se protéger de la douleur, mettrait le souvenir de l'horreur en quarantaine absolue, verrouillé dans l'inconscient. Ok, donc un fichier caché. Un dossier top secret, oui. Et ce refoulement total provoquerait alors des symptômes inexpliqués dans le présent de la victime. Des angoisses chroniques, des terreurs nocturnes, des troubles du comportement très graves. Et pour guérir, il fallait trouver ce fichier caché. C'était la doctrine. Selon cette école de pensée, la guérison passait impérativement par la récupération de ce souvenir caché. Et cela se faisait souvent par le biais de techniques extrêmement suggestives, l'hypnose ou bien au travers de centaines d'heures d'interrogatoires thérapeutiques très dirigés. Mais d'un point de vue purement cognitif, au vu de tout ce qu'on vient de dire sur la malléabilité incroyable de la mémoire, chercher activement un souvenir enfoui avec des techniques suggestives, c'est courir le risque massif de tisser un faux souvenir, non? Et bien c'est exactement, point pour point, l'argument qui a été soulevé par des chercheurs comme Elizabeth Loftus et Scott Lilienfeld. Leurs travaux ont démontré que sous la pression écrasante de l'autorité thérapeutique, couplée à une forte suggestion, l'esprit du patient va chercher à coopérer.
Le patient veut guérir, forcément. Oui, il cherche bel espérément une explication à son mal-être bien réel, donc son cerveau va utiliser des concepts épars pour construire un récit tragique de toutes pièces, simplement pour donner du sens à sa douleur. Et les conséquences ont été dramatiques. Les conséquences dans le monde réel ont été absolument désastreuses. Des affaires pénales comme celle de la maternelle McMartin ou celle de Felsakers aux États-Unis illustrent parfaitement cette tragédie. Où des enfants ont témoigné de choses horribles. De très jeunes enfants ont été soumis à des interrogatoires profondément biaisés. On utilisait des marionnettes, on posait des questions très orientées, et au final, ils ont généré de faux souvenirs d'abus rituels tentaculaires. Cela a mené à l'incarcération de dizaines d'innocents et à la destruction de communautés entières. C'est glaçant, et tu parlais de l'hypnose tout à l'heure, c'est pareil. Le recours à l'hypnose pour soi-disant régresser dans le temps est tout aussi problématique d'un point de vue scientifique. Lorsqu'un adulte sous hypnose prétend régresser au jour de sa naissance et qu'il décrit en pleurant la couleur du petit mobile suspendu au-dessus de son berceau de maternité, c'est une pure fabulation. Parce qu'il n'est pas les concepts. Exactement, nous avons établi tout à l'heure qu'un nouveau-né ne possède absolument pas l'architecture conceptuelle pour encoder de telles images complexes. En réalité, l'adulte sous hypnose décrit simplement ce que son cerveau adulte imagine qu'il devrait y avoir au-dessus d'un berceau classique. Le constat clinique est lourd, très lourd, mais ça soulève une interrogation morale et philosophique hyper délicate. Si un patient arrive en thérapie avec une douleur immense, des attaques de panique réelles qui lui pourrissent la vie, et qu'au fil des séances, pouf, émerge un souvenir d'abus. Si la science nous dit que ce souvenir narratif spécifique a de grandes chances d'être faux ou reconstruit, comment on doit réagir sans nier la souffrance de la personne? Rejeter la validité factuelle du souvenir, est-ce que ce n'est pas prendre le risque d'invalider la détresse humaine? C'est une question essentielle. Et faire cette distinction exige une immense compassion, mais aussi une grande rigueur intellectuelle. Il ne s'agit jamais, et j'insiste sur ce point, il ne s'agit jamais d'invalider la détresse psychologique de l'individu. Les symptômes sont atrocement réels. La douleur n'est pas fausse, elle. Non. L'angoisse qui étouffe la personne, la peur qui la paralyse au quotidien, tout cela est une réalité incontestable. Le corps et l'esprit souffrent véritablement. Cependant, l'image narrative spécifique que le cerveau va projeter sur l'écran de la conscience pour tenter de justifier cette douleur, ce film mental, est, elle, parfois une illusion construite a posteriori. Le cerveau invente une cause pour expliquer un effet bien réel. Oui. L'esprit humain déteste le vide, il déteste l'absurde. Il va chercher désespérément un scénario, un coupable, une histoire, pour donner du sens à une douleur viscérale mais inexpliquée. Séparer la réalité indéniable de la souffrance, de la fiction narrative du souvenir, ce n'est pas un manque d'empathie. C'est au contraire une exigence éthique vitale. Pour ne pas soigner le mauvais problème, en somme. Cela permet de traiter la véritable source de l'angoisse, d'apaiser le corps sans détruire des familles entières sur la base d'un scénario fictif cousu par ce simple besoin de sens. C'est un paradoxe profondément humain, ça. Une douleur réelle qui cherche une justification fictive. Mais alors, si le drame mental n'est pas toujours la source exacte, d'où vient cette souffrance à l'origine ? Comment un traumatisme peut-il marquer un individu au fer rouge s'il n'est pas encodé sous forme de souvenirs cognitifs classiques? Les recherches qu'on a abordées apportent une réponse physiologique fascinante à ça. Et cette réponse se trouve dans un changement de paradigme majeur en psychiatrie. Il est incarné notamment par les travaux fondamentaux du docteur Bessel van der Kolk. Le fameux corps qui n'oublie rien. Reprenons notre exemple du très jeune enfant. Un bébé de 8 mois ne peut absolument pas former un souvenir cognitif, visuel ou narratif de la négligence, de l'absence brutale ou de la violence de son environnement. Toujours à cause du manque de concept. Oui, son cerveau épisodique n'est pas encore opérationnel. En revanche, son système nerveux central, son amygdale, le centre de la peur, et son système hormonal de gestion du stress, eux, sont parfaitement actifs dès son tout premier souffle. Ah, le matériel de survie de base est là. Exactement. Lors d'un événement traumatique répété, ce système nerveux enregistre une décharge de stress massive. Le traumatisme existe, la violence a bien eu lieu, la négligence a eu lieu, mais la mémoire de cet événement n'est pas stockée sous la forme d'un dossier mental caché dans la cognition. Donc on ne le retrouvera jamais avec des mots. Non, la mémoire est somatique, l'empreinte est corporelle.
Cela va se traduire par une hyperréactivité du système nerveux autonome, une tension musculaire chronique, un seuil d'alerte totalement déréglé. C'est un peu comme un instrument de musique au fond. Disons un grand violoncelle en bois qui recevrait un choc violent alors qu'il n'y a pas de microphone autour. Il n'y a pas d'appareil pour enregistrer le son exact du coup. C'est une métaphore très poétique. Mais ce choc crée une fêlure microscopique dans la structure même du bois. Voilà, c'est ça. Le violoncelle ne conserve aucun fichier audio de l'impact, il n'a pas de souvenir du bruit que ça a fait. Cependant, la fêlure dans la caisse de résonance altère de façon permanente et invisible la note qu'il produira par la suite. La musique est changée à tout jamais. Le son n'est plus le même. Le corps a gardé la trace de l'impact, modifiant sa vibration au monde, sans qu'aucun récit cognitif n'ait été enregistré. C'est la nature même de la mémoire traumatique précoce. Chercher un soi-disant souvenir caché par l'hypnose, c'est comme chercher un enregistrement audio qui n'a jamais existé. Alors que la vérité, la vraie blessure, elle se trouve dans la fêlure du bois. Waouh! C'est extrêmement puissant de le voir comme ça. Comprendre que notre cognition ne capte pas tout et que notre corps encode le reste, ça montre à quel point notre système de perception est asymétrique en fait. Et d'ailleurs, nos sources soulèvent d'autres bugs fascinants dans la façon dont notre attention et notre perception du temps filtrent notre réalité. L'encodage d'un souvenir nécessite de l'attention et notre attention est extrêmement limitée. L'étude de la cécité d'inattention avec le fameux clown s'en est la preuve éclatante. L'expérience menée par Ira Hyman impliquant un clown sur un monocycle, elle démontre magistralement l'étroitesse de notre goulot d'étranglement cognitif. C'est d'une expérience presque comique. Elle l'est. La méthodologie était simple. Ils ont fait circuler un individu déguisé en clown avec un nez rouge, pédalant sur un monocycle de couleur vive, en plein milieu d'une grande place piétonne, universitaire. Le truc impossible à rater, quoi. Et ensuite, les chercheurs arrêtaient les passants pour les interroger sur ce qu'ils venaient de voir. Et le résultat met en lumière crue sur le fonctionnement de l'attention. Si un passant était engagé dans une tâche demandant une certaine charge cognitive, par exemple être en pleine conversation sur un téléphone portable, eh bien environ 30 à 40% d'entre eux ne voyaient physiquement pas le clown passer devant eux. 40% des gens ratent un clown sur un monocycle. Oui. Leurs yeux ont pourtant capté les photons reflétés par le costume jaune ou rouge, le signal électrique a bien atteint le nerf optique, mais le cerveau, occupé ailleurs, a purement et simplement refusé d'encoder l'information. Il a supprimé le clown de leur réalité. Ce qui prouve que, sans attention consciente, il n'y a pas de mémoire. La conscience, c'est vraiment le péage obligatoire de l'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est la raison scientifique pour laquelle il est physiologiquement impossible d'apprendre une nouvelle langue ou de retenir des cours magistraux pendant qu'on dort, peu importe les méthodes miracles qui sont vendues sur le marché. Absolument. Sans le faisceau de l'attention allumé, rien n'est écrit sur la scène du théâtre dont nous parlions. Mais ce qui est fou, c'est que même lorsque nous sommes attentifs, même quand le souvenir est bien encodé, notre perception du temps, une fois les événements stockés, subit encore d'étranges distorsions, comme le fameux effet télescopique. Ah, l'effet télescopique, oui. C'est une anomalie fascinante de l'évaluation temporelle. Mécaniquement, l'esprit humain a tendance à compresser le temps lointain et à étirer le temps très récent. Pourquoi le cerveau fait ça, Ève ? Parce que l'évaluation du temps par le cerveau dépend intimement de la densité des souvenirs ancrés. Les événements routiniers qui se sont produits il y a moins de 3 ans manquent souvent de marqueurs clairs pour les différencier du quotidien actuel. Ce manque de relief donne la sensation paradoxale qu'ils sont plus lointains qu'en réalité. On se dit « Ah, ça fait une éternité qu'on a fait ça ». C'est ça. À l'inverse, un événement majeur émotionnellement très chargé, survenu il y a 5 ou 10 ans, isolé comme un phare dans la mémoire, semblera curieusement très récent. L'esprit perd ses repères chronologiques en l'absence de nouveautés constantes. Donc, ce besoin de nouveauté pour ancrer le temps, ça explique parfaitement cet autre phénomène majeur abordé dans la recherche. La bosse de la réminiscence, ou ce qu'on appelle en anglais le reminiscence bump. Statistiquement, si l'on demande à n'importe quel adulte de lister les souvenirs les plus vifs de toute sa vie, une concentration massive et totalement disproportionnée proviendra de la période située entre 13 et 25 ans. Mais quelle est la mécanique précise derrière ce pic mémoriel ? La mécanique, elle est à la fois neurochimique et identitaire. Entre 13 et 25 ans, le cerveau humain traverse un véritable bombardement de nouveautés fondamentales. Ce sont les années des grandes premières fois. Le premier amour, le premier boulot, Les premiers émois amoureux, la construction d'une philosophie de vie indépendante, le départ du foyer familial, l'entrée dans le monde adulte.
Biologiquement, chaque expérience inédite déclenche une libération massive de neurotransmetteurs, comme la dopamine. Qui vient valider l'apprentissage. Oui, ces molécules agissent comme un surligneur fluorescent sur les processus d'encodage de la mémoire. De plus, c'est la période critique où l'individu forge son propre récit identitaire. Le cerveau sélectionne et grave profondément les événements de cette décennie, car ils constituent les piliers de la réponse à la question fondamentale « Qui suis-je » Et passer cet âge-là. Passé cet âge, la routine s'installe. Les premières fois se raréfient inévitablement. La chimie de l'encodage se calme et les années suivantes se fondent dans un flot beaucoup moins distinct, beaucoup plus compressé. C'est un mécanisme brillant pour construire un individu, mais qui confirme, une fois de plus, que notre mémoire est profondément sélective. Très sélective. Au terme de cette analyse, l'image d'Épinal de la grande bibliothèque mentale parfaitement rangée vole littéralement en éclats. On a parcouru un territoire intellectuel immense aujourd'hui. Depuis l'incapacité biologique à former des souvenirs avant 3 ans par manque de concepts, jusqu'aux effrayantes facilités avec lesquelles des laboratoires implantent des souvenirs de montgolfière ou de bols de punch. Un long voyage. On a traversé la zone trouble des guerres de la mémoire en différenciant bien la fiction narrative créée sous l'hypnose de la douleur bien réelle inscrite dans la chair corporelle, pour finir sur les caprices de notre attention et la construction de notre boss identitaire. Une traversée qui, je l'espère sincèrement, met en évidence la nature d'artiste de notre esprit. Comprendre que nous percevons le monde à travers un filtre reconstructif, sujet aux omissions, aux confabulations, ce n'est pas un motif de désespoir psychologique. Non, bien sûr. C'est au contraire le socle d'une pensée critique robuste. Accepter la faillibilité de sa propre cognition, c'est se prémunir contre les certitudes aveugles. Dans une époque saturée d'informations, la plus grande sagesse consiste à savoir douter de ses propres mécanismes de perception. Et ça amène une ultime réflexion, je trouve. Une idée provocatrice à laisser mûrir bien après la fin de cette session. Si notre passé n'est pas une archive inaltérable, mais plutôt un scénario conceptuel que nous rééditons, remanions et reconstruisons chaque jour à la lumière de ce que nous sommes dans le présent, ça implique une liberté inattendue. Une immense liberté créatrice. Voilà, si nous avons inconsciemment tissé certaines parties de notre histoire pour donner du sens à notre parcours, ne possède-t-on pas, par extension, l'incroyable pouvoir narratif de choisir consciemment la direction du récit à venir ? Puisque l'esprit est le dramaturge habile de notre passé réinventé, il détient logiquement la plume pour écrire la pièce de théâtre de notre futur. C'est une très belle conclusion. Une pensée puissante sur laquelle nous refermons cette exploration, c'est avec une immense gratitude que nous remercions ceux qui ont voyagé dans les méandres de l'esprit à nos côtés aujourd'hui. À la prochaine plongée au cœur de nos sources.